La journée s'annonce belle et ensoleillée. Bon, ensoleillée, je ne saurais le dire. Ça, Tacha nous le dira dans un court instant au cours de la météo. Mais en attendant, moi, je vois pour vous une belle journée. Une journée pleine de belles surprises. Une journée pleine de grâce. Une journée pleine de bénédictions. Une journée qui sera surtout bouclée par l'atteinte des objectifs que vous vous serez fixés. Mais ne l'oubliez pas, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez décider d'atteindre ou non ces objectifs. Si vous ne vous mettez pas dans la dynamique de les atteindre, vous ne les atteindrez certainement pas. Et si vous ne vous donnez pas les moyens de les atteindre, vous ne les atteindrez certainement pas. Nous, par ici, quel est notre objectif tous les matins sur la matinale? C'est de vous apporter la bonne humeur, c'est de vous apporter le peps nécessaire, c'est surtout de vous rappeler que ce qui compte le plus, c'est d'être heureux. N'oubliez pas, le bonheur doit être votre leitmotiv. Alors, encore une fois, nous vous disons bienvenue sur la matinale des vacances qui, tout doucement, est en train de laisser place à un nouveau programme que vous allez retrouver incessamment sur votre télévision Eden TV. Mais en attendant, continuez à prendre du plaisir en notre compagnie. Continuez à vous amuser avec vos drôles de dames. Continuez surtout à vous remémorer les bons moments que nous avons passés ensemble depuis le 1er juillet 2019. Des bons moments qui ne risquent pas de s'arrêter brusquement ni aussi vite. C'est parce que nous sommes encore là pour un bon moment et vous n'allez pas pouvoir vous débarrasser aussi facilement de nous. En tout cas, c'est pas que moi qui le pense, Tacha le pense également, n'est-ce pas? Absolument. Ils se débarrasseront pas aussi facilement de nous. Certainement pas, c'est trop facile. Ouais. Bien trop facile. Bonjour chez vous. Bonjour Tacha. J'espère. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Je vais un petit peu comme une pomme de terre. D'accord. Comme une épaule. En fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et pourquoi Alors... t'étais un peu enrouée ce matin? Oui. T'as mangé une tête de chat? Non. Tu veux comprendre pourquoi, c'est ça? Ah oui, je me suis un petit peu mal réveillée aujourd'hui. Ah, on est deux. On est deux. Je me suis réveillée un peu bizarrement. Brusquement. Mais ça va. Un peu brusquement. Bon, si je dis brusquement, tout le monde va avoir des idées noires. Mais en fait, je vais juste dire bizarrement. Je me suis réveillée et en fait, par la main et non par le pied. D'accord. Bon, ça veut rien dire aussi. Ils ont compris. Je pense qu'ils sont habitués. Ok, mais lui, quel que soit le jour, il est bien réveillé et il est toujours présent. Et il sonne. Il sonne et il sonne. Je suis sûre que ça doit être beau, mais en attendant... Est-ce que c'est une question de ça doit être c'est lui? C'est lui. Hello. Bonjour, maman. Bonjour, Ça va bien ce matin? Bien, chez vous? Ça va. Ah, ta main glisse. Bonjour. On me fait comment? Glisse. Fais attention, ne déplace pas la chaise n'importe comment comme ça. Ah, excusez-moi. Tu n'as pas vu Laurie de l'autre côté quand Laurie, tu venais? mais non. Mais non. Oui, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai aperçue très tôt par ma fenêtre ce matin autour de 6h30. Elle allait où? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je sais pas. Bon, j'entendais une voix rock. Bon, je ne sais pas si la personne... Quand toi, tu ne vois pas voiture, quand tu ne vois pas moto, tu entends voix. Toi-même, là, Edouard Djogbi, là, je suis venu... Ton affaire ressemble à du attaché. J'ai entendu une voix rock, j'ai regardé par la fenêtre, je n'ai pas vu la voix rock. Mais tu as vu Laurie. Mais j'ai vu Laurie. Donc c'est que c'est Laurie qui a la voix rock. La personne qui parlait était plus courte qu'elle, c'est pourquoi je ne voyais pas la personne. Bon, certainement... Tu n'as pas gardé de papier aujourd'hui. Hein, ah mais non, aujourd'hui, non. Je reviens de Sorbonne. Donc... Tu vas parler français seulement. Oui, je parle français. Il revient d'où? De la Sorbonne. Ah. Sorbonne. Sorbonne, oui, Sorbonne. Là où les têtes sont bien faites. J'ai envie de sortir l'expression, mais je la sortirai pas. Et non, là où les têtes sont pleines. En fait, quand c'est comme ça, on ne parle pas faire. La c'est ça. Bon vin. Bon vin à alors, comment vous allez? Très bien, tu peux le constater, même si le réveil aujourd'hui a été un peu difficile, ça pèse, un peu brusqué, un peu bizarre par endroits. Après, il a dit ça pèse. Moi, je ne sais pas ce qu'il pèse. La misère. Non, oui, c'est ça. C'est un titre de journal. Oui, ça pèse. En fait, toutes les fois qu'il dit ça pèse aujourd'hui, je me réfère automatiquement à ce titre-là qu'il a lu hier. Parfois, la misère fait beaucoup dormir. Parfois, non. Parfois... Ça, c'est dans ton cas. Non, en fait, Moi, je dans ne mon parle pas cas... de la misère, je parle de la fatigue. Non, quand même.
Je parle de la fatigue. Non, mais écoutez, il faut dire que ce n'est pas facile de rompre avec le rythme des vacances. Pour entrer de plein pied dans celui de la rentrée, c'est assez difficile, surtout qu'on a pris pendant 3 mois, pour certains beaucoup plus, pour certains ont eu droit à 4 mois de vacances. On a pris l'habitude de dormir, de s'offrir des grasses matinées, etc. C'est assez difficile de devoir se lever tôt désormais. Et il y en a, je pense, qui prennent quand même la précaution de commencer à se lever tôt, un peu plus tôt, je veux dire, avant la rentrée. Ils prennent un mois pour s'habituer à se lever tôt, mais tout le monde n'a pas forcément pensé à ça et du coup, c'est extrêmement difficile. Vous savez, pendant les vacances, parfois, il y a un moment qui m'attriste, c'est quand je vais dans la chambre des enfants et que je les réveille, par exemple, à 5h30 ou un peu à 6h moins. Et je vois que parmi eux, il y a un qui a du mal à se réveiller. Ça me fait un peu pitié, quoi. C'est-à-dire, je ne l'exprime pas. Mais je me dis, c'est pas facile. Mais on l'avait fait. Mais malheureusement, ils doivent le faire s'ils veulent y arriver, quoi. Et après, quand ils vont grandir, ce sera un peu plus accentué. Parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de te mettre la pression pour te réveiller tôt, mais pour t'assurer qu'eux aussi, ils se lèvent tôt. Oui, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, les responsabilités, les rôles changent. Donc, ce n'est que le début, ce n'est qu'une sorte de formation que ces enfants sont en train de prendre. Et tous les enfants, d'ailleurs, on a tous subi ça. Et certains l'ont assimilé mieux que d'autres. Moi, par exemple, je n'ai jamais compris l'histoire du réveil à 5h30, 6h, tout ça. C'est pas comme si je ne me réveillais pas tôt. Je me réveille tôt aussi. Et certains parents sont obligés de ramasser l'enfant. Quand on lui ouvre l'eau sur la tête. Et il donne toujours, on l'habille, on le ramasse, on le dépose dans le Non, mais c'est sérieux. C'est vraiment pas évident de pouvoir vivre la transaction. C'est assez délicat. Maintenant, ce qui serait bien, parce que quand on a raté ce moment de préparer l'enfant à la rentrée au réveil tôt, ce qui serait bien maintenant, c'est de veiller à ce qu'il se couche très tôt. Parce que quand on arrive à se coucher très tôt, c'est pareil pour nous les adultes, on l'expérimente. Quand on arrive à se coucher assez tôt, à temps, on a moins de mal à se réveiller tôt le lendemain. Et comme ce sont des enfants, ils n'ont pas forcément des responsabilités ou des choses à faire jusqu'à une heure indue. C'est pas comme nous. On se dit, aujourd'hui, on se couche à 21h, il n'y a rien à faire. Et à 21h, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut encore préparer plein de choses pour le lendemain. Mais pour les enfants, c'est différent. Donc, je pense que les parents pourraient vraiment les aider à se coucher suffisamment tôt, histoire qu'ils puissent dormir assez et donc se réveiller avec moins de difficultés le lendemain. Alors, c'est la rentrée, on va finir par s'habituer. Pour les enfants, les parents, pour qui c'est encore difficile pour le moment, on finira bien par prendre le pli, par y arriver. Mais pour le moment, on vous souhaite beaucoup de courage. Et surtout pour nos amis apprenants, on espère que les premiers jours de la rentrée se sont bien passés. J'ai par exemple échangé avec des parents qui ont dit, mais contrairement à moi, quand j'étais enfant, mes enfants, ils étaient contents de reprendre, de reprendre le chemin des classes. Ils étaient tout joyeux, tout contents. Je ne me l'explique pas aussi parce que, bon, c'est moi, L'école, c'était pas trop mon kiff. Parce que je suis paresseuse. J'étudiais. Mais quand il fallait reprendre les classes, c'est difficile, quoi. J'ai un ami qui m'a dit, oui, les enfants ont repris, tout joyeux, très contents de reprendre les classes. J'ai fait, bon. Donc, je ne me l'explique pas, quoi. Alors que c'est les enfants de CI, donc je me suis dit, ils sont contents de reprendre. Donc ils sont contents de revoir les amis, certainement. Absolument. Et là encore, quoique au CI, on ne retrouve pas forcément ses amis. Là encore, je pense que ça dépend de la classe de l'enfant. C'est-à-dire que quand ce sont les tout petits qui viennent de commencer l'école, certains ont hâte de découvrir ce que c'est, d'autres ont du mal à laisser les parents. D'autres encore, quand c'est la 2e année de maternelle et tout, ils ont hâte de retrouver les petits amis. Et moi, mon neveu, je pense qu'il avait une maîtresse qu'il aimait particulièrement, il demande après elle tout le temps, quoique bien qu'il soit au CP aujourd'hui. Il adorait devoir se lever le matin pour aller voir cette maîtresse-là en particulier. Il n'arrêtait pas de dire, je dois aller voir la maîtresse Fée. Je dis, mais attends, c'est qui la maîtresse Fée? Au point où je suis allée voir, mais c'est qui la dame qui retient autant l'attention de ton petit garçon? Si comment on les appelle, tous les enseignants pouvaient arriver à donner ce truc aux enfants, transmettre cette petite flamme, ou en tout cas, je pense que c'est un mélange d'amour, d'affection et de
comment on appelle ça, de rigueur, parce que mon neveu, faut pas être n'importe qui pour... Mais si tous les comme on le enseignants... dit, un bras de fer dans un gant de velours, velours, c'est ça. Il ne faut pas être n'importe qui pour oui. obtenir son attention. Je te promets. Donc, si tous les enseignants pouvaient réussir à communiquer cette fougue aux enfants, cette passion, parce que réellement, de se lever le matin et dire « je veux aller à l'école », c'est surtout venant d'un enfant qui a pris l'habitude pendant des mois de se coucher, se mettre à la télé, etc., c'est assez inattendu. Et du coup, si les enseignants ou les maîtresses, les maîtres d'école pouvaient essayer, c'est vrai qu'ils le font déjà, mais un petit peu plus de leur transmettre cette passion-là, ce serait génial. À côté de ça, ce que j'allais dire, c'est que les enfants, c'est en quelle classe qu'on commence à frapper les enfants? C'est au... Bon, pas à partir du CE1, mais le programme est un peu plus corsé. À partir du CE1. Non mais attendez, le CI. Vous apprenez quoi au CI? CI Moi, toi, tu as appris quoi au CI? L'écriture. Non, ce que j'allais dire en fait, c'est que je pense que les enfants à partir du CE1 et plus auront pas forcément le même engouement pour l'école que. On commence par réciter les leçons. On commence par oui, ça commence donc, à. C'est sœur. À partir de la classe de sœur. Je pense qu'à partir du CE1, alors, les enfants... Ça devient moins... Oui, moins passionnant, quoi. Ils doivent se dire, ah là là, ils vont encore à l'école, la table de multiplication. Ceci, cela. Il y avait un rond, comme ça. Ah oui. Il doit suivre le professeur, il va mettre sur 5. Il fallait prendre les ardoises à la craie et puis faire 2 fois 5. Écrivez. En tout cas, aujourd'hui, on s'en rappelle et on en rigole, mais à cette époque, et quand tu finis et que tout ton visage, c'est pas la craie et tout, tu n'as pas bien travaillé. Est-ce que vous savez que en terminale, on a utilisé les ardoises? Sérieusement? En terminale? En terminale. Ah, ça. J'avais un professeur, François Kouchami, au sujet de corps, qui nous a demandé de venir avec des ardoises. Et on vient souvent en classe avec des ardoises. C'était quel cours? SVT. C'était biologie. Et donc, parfois, en plein cours, il peut poser des questions. Il dit, prenez les ardoises et vous écrivez. Il dit, montrez les ardoises et vous montrez. Oh non. Mais ça a un avantage. Ça vraiment, parce que c'est vrai que sur le coup, pendant que je subissais tout ça, je n'appréciais pas forcément. Mais avec le recul, je pense qu'il faut être honnête. Ça a un avantage terrible. Ça permet en fait déjà à l'enseignant de savoir qui a véritablement compris son cours et qui ne l'a pas compris. Parce qu'en réalité, on se met tous ensemble et on fait semblant, quoi. On dit, vous avez compris? Oui, monsieur. Vous êtes sûr d'avoir compris? Oui, monsieur. Et pendant que l'interrogation vient, ce truc-là, comment il avait dit? Comment ça se passait tout? Alors, mais il faut certainement une belle astuce de vous faire utiliser l'ardoise. On n'avait pas du tout apprécié. On n'appréciait pas. On le trouvait trop des dur. adultes avec la craie dans le kaki et tout ça. Pour qui connaît le professeur Kouchami François, on connaît sa rigueur excessive. Mais quand même, quand vous faites l'effort de vous conformer, on voit au bout quand même qu'on s'en sort. C'est un professeur à qui je rends hommage. On n'appréciait pas. Mais quand même, le résultat était là. C'est génial. Merci à tous ces bons professeurs qui nous ont marqués. C'est merveilleux et qui continuent d'impacter positivement la vie de nos enfants, nos neveux, nos nièces et tout ça. C'est magnifique. Et la seule prière qu'on puisse faire pour vous, c'est que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble à tous égards et c'est tout. Le Soborna. Yes. Tu as encore sorti papier. Oui. Le Soborna. Bonjour. Oh ben salut. Bonjour Laurie. Salut Laurie. Ah bon? Bonjour. Donc quand je ne suis pas là, oui. C'est une infraction qu'il vient de commettre. Oh non. Usurpation de place. Tu n'as pas bien fait le truc. Tu te rappelles du truc la dernière Donc tu veux que moi je tombe? Tu te rappelles J'ai les yeux de lynx. Est-ce que tu sais ça? Yeux de combien? Lynx. D'accord. Jusque-là, c'est pas encore grave. Mais ce qui serait grave... C'est pas ici, on va tester ça. Ce qui serait grave, c'est qu'on ne passe pas au journal parce que tu es arrivé. Donc maintenant, nous, on va y aller. Si tu finis de regarder avec tes yeux de lynx et que tu finis avec ta ruse de serpent, tu nous diras. Alors, c'est ça pour le bulletin d'information. On s'informe sur la matinale des vacances. Et
Eh bien, le haut lieu de savoir, le haut lieu du savoir, j'allais dire, a abrité récemment le 7e colloque des sciences, culture et technologies. On démarre à l'actualité par cette information. C'est le ministre Eleonore Yayi Ladékan qui a procédé ce lundi 16 septembre à l'ouverture officielle des travaux du 7e colloque des sciences, culture et technologies. C'était à l'université d'Abomey-Calavi en présence de plusieurs personnalités du secteur, du système éducatif plutôt. Et suivez le compte-rendu. C'est un rendez-vous performant. C'est sur les mots d'espoir, les mots d'exhortation, mesdames et messieurs, que je déclare officiellement ouvert les travaux de la 7e édition du colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi. C'est par ces propos que le ministre Eleonore Ladékan Yayi de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a déclaré officiellement ouverte la 7e édition du colloque des sciences, culture et technologies. Cette cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce lundi 16 septembre 2019 a connu la présence des autorités académiques et chercheurs venus de plusieurs pays d'Afrique et de la Belgique. La valorisation des résultats de recherche et de l'innovation technologique, un facteur du développement des nations. Tel est le thème de ce colloque. Le ministre, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, est revenu sur la pertinence des enjeux des résultats de la recherche et de l'innovation. Les enjeux de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique trouvent leur pertinence dans l'existence sur le terrain des laboratoires et dans les structures formelles des innovations et même des inventions qui auraient amélioré le quotidien de nos populations si elles étaient mises en valeur. Et pour accompagner cette initiative, le chef de l'État, Patrice Talon, et son gouvernement ont mis sur pied l'Agence béninoise pour la valorisation de la recherche et de l'innovation technologique, ABEVRIT, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon le professeur Maxime Dacruz, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, l'objectif de cette initiative est de susciter les résultats de recherche académique en général et en particulier ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de développement. Échanger les résultats de recherche scientifique entre les chercheurs de tous les domaines et de différentes disciplines. Enfin, contribuer à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations technologiques et des inventions. Cette 7e édition du colloque des sciences, culture et technologies ne se terminera pas qu'aux résultats des chercheurs béninois et étrangers. Elle servira aussi des cadres du creuset touristique. Ce colloque prendra fin le 21 septembre prochain. Alors, plusieurs jours qui ramènent la question des sciences, de la culture au cœur des débats. Nous suivrons de près ce colloque pour surtout noter les grandes conclusions qui en sortiront tout simplement. Tout à fait, vous l'avez bien dit, Teslamique, c'est un colloque quand même intéressant en ce moment où démarre la rentrée scolaire, académique, universitaire. C'est cela. Oui. Et vous savez, moi, ce qui me fait plaisir particulièrement dans notre pays, c'est de constater que tout le monde s'intéresse quand même au bien-être de ce cher pays, au bien-être également de sa population. Et parlant de ça, justement, les rois du Bénin se sont prononcés sur la situation socio-politique. Vous l'avez dit, Tacha, la situation socio-politique du Bénin préoccupe les rois du Bénin. Ils ont à cet effet fait une déclaration ce mardi 17 septembre 2019 à Avrankou, une déclaration rendue publique par Sa Majesté Latchéholou Guidimadjegbe. Latchéholou Guidimadjegbe, roi d'Avrankou, au nom de ses pairs du Haut Conseil des rois du Bénin. Et suivons un extrait de leur message au micro de Samson Oké et Fiacre Vaïtan.
Depuis avril 2016, notre peuple a élu à la tête de notre pays un homme dont la vision séduit plus d'un. Nous voulons nommer notre cher président, son Excellence, Guillaume Athanase Patrice Talon. Dès lors, il lui est revenu, ou il lui revient tous les jours, de conduire la destinée de notre pays. Ce qu'il essaie de faire tant mieux que mal. Aucune œuvre humaine dans ce monde n'est totalement parfaite. Nous devons tous, hommes et femmes de ce pays, nous donner la main pour le soutenir dans ces nombreuses réformes qui ne visent que le bien-être du peuple. Le système de développement d'une nation rencontre naturellement assez d'obstacles. C'est ainsi qu'il y a environ 3 semaines, nos frontières avec notre voisin Nigeria sont fermées, créant ainsi un préjudice grave aux opérateurs économiques qu'à l'État, en un mot, à toute l'économie béninoise. Cette situation n'arrange personne. Dans nos investigations, d'aucuns nous informent des mains invisibles de certains de nos compatriotes politiques. Derrière cette manœuvre, si cela était confirmé, nous voudrions leur dire de replier, sans les menacer. Car, ce faisant, ils font plus du mal au peuple qu'aux gouvernants. Le Haut Conseil des rois du Bénin joue et jouera toujours sa partition et demande à l'instant même respectueusement à nos collègues du Nigeria, qui sont aussi très touchés, très affectés par cette situation, leur intervention pour une meilleure sortie des conditions. Et voilà, les rois s'inquiètent de la situation sociopolitique actuellement au pays. Je crois que c'est important, hein. Ils sont rois dans les différentes localités, mais c'est bien la cohésion nationale qui assure la paix dans ces différentes localités-là. Donc, ils font bien de se prononcer et de lancer cet appel à l'endroit des autorités béninoises, mais également des autorités nigérianes qui sont en partie impliquées dans cette crise-là, on va l'appeler comme ça, en griffe, hein, que nous traversons depuis... On a fait le compte hier, sinon un journal en a parlé, on est à 28 jours de crise depuis la fermeture des frontières nigérianes qui ne sont pas sans conséquences sur les activités commerciales et économiques au pays, et en espérant tout simplement que cela ne vire pas au rouge. Mais vous parlez d'activités commerciales et économiques. Avant de dire ce que je veux dire, je veux simplement dire que c'est heureux de constater que les rois, tout le monde est vraiment concerné par cette affaire. Et tous ceux qui ont une once de pouvoir, tous ceux qui pèsent quand même dans la balance prennent le devant des choses pour exprimer leur opinion et rappeler tout un chacun des partis à la table de négociation. Voilà, la table de négociation, oui. Maintenant, je dirais que, au-delà de tous ces aspects que vous venez de souligner, il y a également des couples quand même bénino-nigériens qui se forment. Non, je le dis sérieusement parce que j'en connais.
J'en connais, en fait, ils sont mariés et tout, c'est pas pour dire des bêtises. Ok. Ils sont mariés, mais aujourd'hui, l'épouse, elle se retrouve de l'autre côté pendant que le monsieur est ici avec les enfants et c'est assez difficile. C'est une situation assez difficile qu'ils vivent et je présume qu'ils ne sont pas les seuls à se retrouver dans ce cas-là. Alors, c'est heureux de constater que les différents responsables en appellent quand même à la table ronde. Non seulement les différents acteurs qui pèsent dans la balance, mais notre président s'est rendu récemment également au Nigeria. Enfin, le président Buhari, je pense que les négociations vont bon train. On espère que de ces négociations-là naissent de bonnes décisions, en tout cas positives pour les deux parties. Parce que nous perdons beaucoup de choses, mais le Nigeria également perd. Donc, les lignes ne bougent pas jusque-là. Les lignes ne bougent pas. Et les journaux vont en parler dans un instant, vous allez comprendre un peu tout à l'heure. En fait, tu es en train de le lire au plafond? Non. Tu lèves la tête pour en parler? Mais bon, je suis préoccupé. Oui, d'accord. Moi, je C'est vais dire normal. une chose, j'espère qu'ils détendent un petit peu quand même toutes les crispations. Alors, de quoi il s'agit? Ce que je vais dire, c'est simplement que la tomate coûte moins cher désormais. Il faut se poser des questions. piment aussi. Hein? Oui, Ça coûte moins cher sérieusement. désormais. Alors, ça pose, moi, ça me met à me poser une question. Est-ce qu'il faille que les frontières soient fermées pour que je puisse manger de la tomate à volonté? Point d'interrogation. Je n'en sais rien. En fait, comme Mais moi, ne mangez pas de la tomate. Moi, je voulais vous poser une autre question. Oui. On nous a Laquelle? appris que le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie béninoise. Voilà la frontière du Nigeria qui est fermée maintenant. Et vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Est-ce le port le poumon ou bien les frontières du Nigeria le poumon? Si je puis me Ou du permettre... moins c'est le Nigeria le poumon. Non, si je Fermons puis me le port permettre, d'abord. si je puis me permettre, Mo, je vais dire une chose. De toutes les façons, quand on est embourbé dans un système qui, du jour au lendemain, doit changer, eh ben, ça fait mal. Ça fait toujours mal. Il y en a tellement d'exemples, hein, depuis que le nouveau régime est en place. On a eu une multitude d'exemples. Moi, ce que je vais simplement dire, après, je ne parle pas en tant qu'experte de la question, je donne simplement mon avis. Eh bien, c'est juste que la frontière, elle est fermée, on a un petit peu mal parce qu'on a pris certaines habitudes et tout, mais est-ce que réellement, dans le fond, ça pose problème? C'est une question, c'est un énorme point d'interrogation. Et puis voilà. En tout cas, ça pose problème parce que aujourd'hui, les tomates sont dans les champs. Ceux-là qui mettent beaucoup de temps à cultiver des tomates abandonnent même les tomates parce qu'ils n'ont plus là où acheminer, un marché d'acheminement, puisque ces tomates-là étaient acheminées en quantité vers le Nigeria. Aujourd'hui, les frontières sont fermées et donc, où est-ce qu'il faut acheminer ces tomates? Ces tomates sont dans les champs. Les cultivateurs les abandonnent parce que s'ils vont cueillir, qu'est-ce qu'ils vont en faire? c'est pas pour aller contre ton opinion, mais moi je pense que l'autosuffisance alimentaire, nous devons pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous devons nous on nourrir n'atteint pas nous-mêmes. l'autasuffisance alimentaire quand on exporte les tomates. Oui, mais moi je pense que nous pouvons trouver une solution. Pendant que les tomates coûtent cher ici sur nos marchés, 3 tomates à 200. J'allais dire une chose. Cet état de choses nous ramène au cœur de la thématique des entreprises de production et de transformation agroalimentaire. Voilà. C'est très important. Si nous avions en place depuis lors un système qui nous permettait de transformer la tomate, on ne parlerait pas de tomates qui pourrissent dans les champs aujourd'hui. Mais c'est parce qu'à un moment, on s'est dit, d'accord, donc on a autant de tomates dans ce pays. On en cultive autant, mais vous savez qu'on passe des périodes où la tomate est chère au point d'en avoir 3 à 200 francs. Voilà. Aujourd'hui, nous en avons des paniers à 100 francs, des paniers à 200 francs quand c'est des jours de marché. Vous avez de grands paniers et on ne sait même plus quoi en faire. Mais on n'a pas de dispositif qui nous permette de les conserver, de les transformer et ainsi de suite. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Ça nous ramène au cœur de nos tares également. C'est des choses que nous n'avons pas prévues et qui nous rattrapent tout simplement. Mais est-ce qu'on a les moyens de se les permettre également? Toutes les fois où j'ai eu l'occasion pas d'échanger directement, mais de surprendre les discussions sur les entreprises de transformation agroalimentaire. On pose le problème de l'énergie électrique au pays. On pose le problème des dispositions juridiques qui ne favorisent pas la mise en place de ce type d'entreprise. Il y a beaucoup de problèmes qui empêchent ce genre de choses. Mais après, ne disons pas forcément que c'est parce que le Nigeria a fermé ses frontières et qu'il y a trop de tomates dans les champs, quoi.
Je ne sais pas si c'est... Vous savez quoi? Est-ce que c'est systématique? Non. Vous savez quoi? À mon avis, à mon humble avis, le problème, il est très large. Mais vraiment très large. Comme tu le disais tout à l'heure, on ne pense pas plus loin que le bout de notre nez. C'est dommage, mais c'est le lieu de le dire. Et ce n'est qu'une fois face à une difficulté qu'on se met non pas à trouver la solution, mais à crier sur tous les toits, que voilà, il y a une difficulté, on a fermé ci, on a fermé ça. Ce n'est pas possible. Moi, particulièrement, je vous dirais que je ne savais pas que attends. Tout un panier, un énorme panier de tomates à peine 1000 francs. Tellement de tomates que vous ne savez pas quoi en faire. Je n'aurais jamais pensé que dans ce pays, on ait autant de tomates. C'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que, à des moments donnés, vous allez au marché, mais difficilement, c'est avec le cœur qui saigne que vous en achetez. Parce que vous en avez besoin. Maintenant, là où la chose m'écoeure, c'est qu'il y a toute cette masse de la population qui consomme de la tomate en boîte. Voilà. Oui. L'autre chose. Toute cette masse de population qui consomme de la tomate en boîte. Qui est faite de quoi? Moi, on ne sait même pas. Je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir, mais ce qui est certain, c'est que c'est de la tomate qui a été transformée et qui est conservée sous cette forme-là. Selon les informations qu'on nous donne, parce que là encore, est-ce qu'on sait que c'est de la tomate qui est transformée? N'allons même pas dans ces considérations-là. Quand on parle de tomate en boîte, c'est supposé être quoi? C'est supposé être de la tomate transformée et conservée. Supposé jusque-là. Mais si toute une masse de notre population consomme la dite tomate et que la tomate en boîte n'est même pas produite ici chez nous, c'est pas la peine. Aujourd'hui, on se plaint du fait... Nous mangeons tomate en boîte que nous mangeons chez les bonnes dames à foison. C'est pas faux, hein. J'allais dire personnellement, je n'en prends pas, mais je mange dehors, je ne sais pas de quoi c'est fait. Alors après, seul Dieu nous garde dans l'histoire. Quand je prends en considération le fait que les frontières soient fermées, ou du moins les frontières nigérianes soient fermées aujourd'hui, et que nous nous plaignons du fait que les tomates, et ben voilà, encore sur l'image, hein, il y en a à foison, on ne sait plus quoi en faire et tout. Moi, je dis, écoutez, c'est un réel problème. Ouais. Il faut maintenant penser plus loin que le bout de son nez. Il faut maintenant commencer à intégrer le fait qu'il nous faille justement trouver le moyen de conserver ces tomates-là. Puisqu'on en consomme, c'est pas qu'on n'en consomme pas, on en consomme. Alors, autant trouver... Vous dites qu'on leur complique la tâche, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut leur faciliter. Et je pense, sans aller trop vite en besogne, je pense que le gouvernement en place, ou du moins le régime en place, est tout de même en train de revoir pas mal de choses pour permettre et faciliter l'entrepreneuriat. J'espère qu'on en viendra là. Hein, permettre à ces jeunes-là, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont de belles idées, mais qui n'arrivent pas à le faire parce qu'on leur met plein de bateaux dans les roues. Voilà un exemple palpable de ce dont on parle. De la tomate, vous imaginez, ça veut dire que tous les foyers béninois, quelle que soit votre situation sociale, quelle que soit votre situation économique, on peut se procurer de la tomate tranquillement. Normalement. Donc, moi, je suis désolée si je vais vous écœurer, mais je suis contente que les frontières bénino-nigériennes aient été fermées à un moment donné. Pourquoi? Parce que ça nous permet de prendre le pouls de la réelle situation. Ça révèle nos tares. Et j'espère que ça nous permettra également de prendre les mesures idoines afin que ce genre de choses ne se produisent plus. Et ce n'est pas que le cas de la tomate. Il y a certainement pas mal d'autres cultures dont on ne parle pas. Mais la tomate étant ce que nous voyons le plus sur le marché, c'est plus aisé d'en parler. On parle d'auto. Tout à l'heure, tu abordais la question de l'autosuffisance alimentaire. C'est pas comme si nous ne produisions pas au Bénin. Nous produisons. Nous avons de vastes champs de culture de maïs. Nous sommes en mesure de nous autosuffire. C'est peut-être pas automatique, c'est peut-être pas, ça peut peut-être pas couvrir toute la population que nous représentons, mais on peut quand même arriver à atteindre un certain nombre de Béninois avec ce que nous produisons. Le cas de la tomate est palpable. En fait, c'est le jeudi ou le vendredi dernier que moi j'ai compris qu'en réalité, la fermeture des frontières nigérianes était la cause du prix totalement bas des tomates. Ça, je ne le savais pas. Et j'étais dans la boutique d'une dame qui me dit « Ah, mais notre président, là, on dit que les frontières sont fermées, il ne dit plus rien. Et voilà, la tomate est totalement chère et ça pourrit et tout. » Je suis restée 5 minutes à l'écouter. Déjà, ça m'a permis de savoir que cela expliquait le fait que le prix de la tomate a totalement baissé. Et de deux, je me disais, mais quelles sont les informations qu'on donne à ces dames-là? Quelle est l'explication qu'on leur donne ou qui leur donne des informations selon lesquelles c'est tel ou tel qui est à la base de tel?
En fait, c'est pas, je ne pense pas que ce soit, c'est une responsabilité partagée. Si on est conscient du fait qu'on en produise autant et qu'au lieu de le vendre ici, on l'amène ailleurs et nous, on est obligé de l'acheter aussi cher. Je me dis, il y a un problème. Il y a un véritable problème. En tout cas, la question reste... Lorsqu'ils exportent les tomates, ça leur revient. Ils font plus de bénéfices. Quand ils les vendent ici. Et moi, je pense que il y a des entreprises de transformation de produits, de matières premières telles que la tomate qui sont implantées au Bénin. Et donc, après qu'ils ne nous disent pas, après que la tomate en boîte aussi est chère, il y a des entreprises au Bénin qui transforment la tomate. Ah oui? Et Laquelle, par exemple? Non, je ne veux pas. Ah oui, c'est vrai. L'entreprise qui fait les pâtes, là, qui fait les pâtes alimentaires. Je sais qu'il y a 2 entreprises au Bénin qui font la transformation. Oui, de la tomate en boîte. Mais et donc, je pense que... De quoi est-ce qu'on nous parle finalement? On ne peut pas nous dire que les tomates pourrissent dans les champs. Non, écoutez, il ne peut pas nous dire ainsi. Il y a le problème de régulation du système qui se pose. Alors, comment est-ce que ce système-là est mis en place? Parce que si moi, j'ai un champ de tomates et que vendre ma tomate à l'extérieur de mon pays me permet de faire plus de bénéfices que vendre la dite tomate à l'intérieur de mon pays, forcément, ne nous dupons pas, je vais aller vendre à l'extérieur. Maintenant, si un système est mis en place pour me permettre, peut-être pas de faire autant de bénéfices, mais d'en faire tout de même, tout en vendant à l'intérieur du pays, dans ma tête, je me dis, je contribue à l'économie nationale de mon pays, mais tout en gagnant quand même le minimum, tout en me faisant quand même le minimum de bénéfices. Je pense qu'il faille revoir le système autour de ces structures de transformation-là. Il faut revoir. Ce sont des structures privées également. Et l'autre chose, est-ce que nous en avons assez? Mais non, parce que ces structures-là sont là, elles achètent quelle quantité de tomates pour les transformer? Parce que le problème, il est vaste. Il est vraiment vaste. Il faut réfléchir. On n'est peut-être pas au courant des difficultés à divers niveaux. On n'est pas au courant forcément des difficultés. En tout cas, la fermeture des frontières nigérianes nous aura ramené au cœur de pas mal de problèmes. Merci d'avoir suivi la une des journaux et bonne journée. On va s'installer pour la C'est une. nous qui t'imposons l'information. C'était justement le moment où j'allais conclure notre intervention sur la question. Je me disais que la fermeture des frontières nigérianes nous ramène au cœur de pas mal de problèmes dans notre système de gestion, dans notre système économique et ainsi de suite. Mais les journaux en parlent un peu plus amplement et on va. Et d'autres choses également. Se sont en majorité penchés sur la question du Nigeria, autres questions. On va voir. On va voir ça et pour le découvrir, on fait un tour dans les kiosques. On ira très vite, mesdames, messieurs. On démarre par La Nation. La Nation qui titre en manchette ce matin. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Fermeture donc des frontières nigérianes. Le Parlement de la CEDEAO s'invite dans le débat. Les assurances du gouvernement aux maraîchers de Grand Popo. Et puis à la une du journal La Nation, on peut lire également usage des fossiles, une pratique dangereuse pour les yeux, dit La Nation de ce matin. Et puis, à la une du quotidien, asphaltage des rues à Porte-Novo et Semekboji, déjà 40% de taux d'exécution, écrit La Nation de ce jour. Le matinal, titre en manchette ce matin, fermeture des frontières nigérianes, le roi d'Avancourt dénonce un complot. Le roi d'Avancourt dénonce un complot. Et puis à la une du journal, on peut lire également régularisation des agents de l'État sans salaire depuis 2007. Le gouvernement débloque 32 milliards de francs CFA. Le paiement commencera à partir d'octobre, dit le directeur du suivi des carrières de la fonction publique. Analyse des finances publiques, la BCEAO confirme la bonne santé de l'économie béninoise, écrit le matinal de ce jour. Plus de précisions à la page 2. À la une du quotidien, le matin, l'on peut lire projet asphaltage, 20 milliards de francs CFA pour l'éclairage public et la sécurité, titre le matin. Le journal revient également sur la fourniture de l'eau aux populations dans les zones rurales. Le gouvernement fait des investissements massifs, titre
le matin. Alors que l'événement précis de ce jour écrit à sa une, fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria, le Parlement de la CEDEAO appelle le Nigeria à rouvrir ses frontières. Des révélations sur le tête-à-tête Talon Boari. Le ministre d'État Biotchane parle des conséquences sur l'économie béninoise. Le Nigeria réclame plus de 25 milliards de dettes d'électricité au Bénin et au Niger. Un titre qui attire l'attention tout de même à la une du quotidien, l'événement précis. Prix de découverte RFI 2019, le Bénin représenté par Nasty Nesta. Et puis à la une du journal, supposée lutte sélective contre la corruption sous le régime Talon, l'honorable Eustache Akpovi désavoue l'opposition. À la une du quotidien, le confrère de la matinée, titre « Après la fermeture des frontières bénino-nigérianes, isolement économique ou politique ?» Une grosse interrogation à la une du quotidien, le confrère de la matinée, qui ajoute « Le Bénin dans le dilemme ». C'est ce que titre ce matin le confrère de la matinée. Le Nouvel Observateur titre en manchette « Après les roches granitiques de la Norvège, 14 milliards de francs CFA pour 14 758 lampadaires ». À la une du quotidien le Nouvel Observateur, je peux lire également pour accumulation de dettes d'électricité, le Bénin, le Togo et le Niger bientôt coupés. Une interrogation à la une du journal, plus de 12,8 milliards au Nigeria. L'autre quotidien, un journal qui s'invite à la une de ce matin, rentrée 2019-2020, cantine scolaire. Pourquoi l'alimentation en milieu scolaire préoccupe le gouvernement? Titre aujourd'hui l'autre quotidien. À la une du journal, on peut également lire un autre titre comme visite du maire de Cotonou en France, Isidore Nyolonfon, réchauffe la coopération entre Cotonou et Créteil. Le potentiel de ce matin parle de l'éclairage public et l'équipement de sécurité. Et titre 20 milliards injectés pour l'autre volet de l'asphaltage. Le ministre Tonato a signé les contrats avec les entreprises Adeoti et Fonroche. À la une du journal, on peut lire également violation des lois sur la décentralisation dans le Koufo. Megbedji protège maladroitement le maire intérimaire illégal d'Aplahoué, titre le potentiel. Et puis, les 4 vérités, quoi savoir, toute la vérité. Donc, titre à ça, une signature de contrat dans le cadre du projet asphaltage, éclairage public et équipement de sécurité. Le gouvernement injecte près de 20 milliards. L'exécutif a prévu ces travaux pour rendre les villes plus belles et assurer la protection des citoyens. Fermeture des frontières au Nigeria, les 4 vérités s'intéressent à la question et donc titre fermeture des frontières au Nigeria avec le Bénin. Les rois du Bénin interpellent des mains invisibles derrière cette manœuvre. Nous leur demandons de mesurer l'impact de cette fermeture sur le mieux-être des femmes, enfants, jeunes et adultes qu'ils sont appelés à diriger demain, déclare le roi Gidima Djebé. Voilà ce que titre aujourd'hui les 4 vérités. À la une du quotidien Le Béninois libéré, le quotidien libéré, le Béninois libéré parle de la nouvelle menace au Nigeria contre le Bénin après l'épreuve de la fermeture des frontières. Enfants du Bénin debout et unis derrière notre président pour tenir promotion des valeurs au Bénin. Le Béninois libéré titre 4 questions à Thierry Gandaho. Le journal revient sur la violation flagrante des lois sur la décentralisation et titre « Megbedji continue de s'embourber dans un faux ». À la une du quotidien Les Pharaons, Société, Armand Gansset se prononce sur les opérations de délibération de la berge lagunaire de Cotonou. Le journal revient sur le projet asphaltage et titre 20 milliards de francs CFA pour l'éclairage public et des équipements de sécurité. Agriculture, un titre qui nous intéresse, l'ananas béninois fait son entrée sur le marché chinois, titre aujourd'hui Les Pharaons à sa une. Le quotidien, titre fermeture des frontières au Nigeria, le Parlement de la CEDEAO plaide pour la réouverture, mais un autre titre qui nous intéresse
à la une de ce journal, c'est bien la construction d'un échangeur, le carrefour Vedoko, bientôt fermé à la circulation, titre le journal Le Quotidien de ce matin. C'est un organe d'information, d'analyse et de publicité. Et puis, on passe à la une du quotidien, le pays émergent. Le pays émergent titre aujourd'hui, fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria. Muhammadu Buhari ne démord pas. Bénin contrôle SA décrié. Patrice Talon dos au mur. Beaucoup de pertes pour l'économie béninoise. À la une du journal, l'on parle de la Fédération béninoise d'escrime. Le président Jacques Okoumou fait le bilan de sa gestion depuis 7 ans et l'état des lieux de la discipline. Autre titre, recours contre la loi sur le pauvre OGM, énième absence du gouvernement. 5 minutes d'aujourd'hui parle de l'interdiction d'entrée au Nigeria des produits made in Bénin. Buhari bafoue-t-il la CEDEAO? Une interrogation à la une de 5 minutes qui parle également du ministre Donato et le maire Ronfort qui constate l'état d'avancement des travaux d'asphaltage à Semekpodji. Matin libre, attribution de primes de rentrée, ça grogne déjà dans le rang des enseignants. Titre Matin libre. La dépêche pour finir, Tess, Laurie et Tacha. Économie, fermeture des frontières terrestres au-delà des 28 jours annoncés. On voit bien la photo et le journal titre, je parle de la dépêche. Le Nigeria maintient le blocus. Pour plus de précision, allez à la page 3 du journal. Guy Mitokpe, titre la dépêche, la dictature n'est pas la solution à nos maux, MAUX, comme vous le voyez à la une de ce journal. Voilà ce qu'on peut retenir, mesdames, messieurs, de la une des journaux de ce matin sur votre émission La Matinale des vacances qui sont terminées. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis et merci Avec à plaisir. toi surtout. On a aimé, moi j'ai aimé. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez aimé? Franchement, j'ai aimé le style, l'élégance, C'est la flexibilité avec laquelle tu nous as présenté la une et journaux. D'accord. Mon chapeau. Je retiens juste un point culturel et artistique. Oui, Je ne sais oui. pas à la une de quel journal tu Oui, l'as lu, mais j'ai- Nasty Nesta nous représente au prix découverte RFI. Tout à fait. Je sais Et- que les drôles de dames l'ont reçu ici. C'est pourquoi je suis allé C'est chercher. notre manager là. C'est votre manager d'ailleurs. Voilà, manager, voilà, notre c'est ici. manager. Voilà, c'est à la une du quotidien, l'événement précis. Précis, oui. Voilà. D'accord. Prix découverte Découverte RFI RFI. 2019, le Bénin représenté par Nasty Nesta. Le vote n'est pas du tout compliqué. Vous tapez juste prix découverte RFI 2019 sur Internet et vous pourrez suivre les instructions et voter pour lui parce que c'est un talent. Oui. On le sait et c'est le moment de porter haut le flambeau de la culture et de la musique béninoise à travers ce concours-là. Donc, soutenons l'artiste tout simplement. Mo, tu fais bien déjà de ramasser tes clics et claques parce que tu vas C'est partir. votre manager. C'est un talent et un dénicheur de talent aussi. C'est Dénicheur la de partie talent. la plus Oui, importante. Il vous manage quoi? C'est vous? Il manage les drôles de dames. Il Il vous manage. Oui, oui, oui. Où? Tu nous verras bien. Bon, prends le rendez-vous, donne pour les autres Ça aussi. informations. Mo, Moi, Moi, bonne j'ai journée. ça. Moi, Tu j'ai es ça. sûr que tu veux qu'on te dise ça? Ben, je vais- Tu peux pas survivre. Ah? Comment tu peux me dire comme ça? Ouais, dis ça. J'ai dit Tu as ça dit quand? ça. Tu as dit Quand? ça. Où? Je Comment? dis, il vous manage où? Toi-même décide de où il nous manage. Bon, tu vas changer. Vous avez du gâteau, c'est bon, je vais goûter, Tacha. Merci. On Les va- vacances les sont gâteaux terminées. sont Non, mais tu vas terminés. pas déchirer ça, Mo. peux Depuis juste, hier, elle est gentille, donc ça fait que je ne vole plus la nourriture. On n'est pas plus avec le plateau, je demande. Elle est gentille. Il fallait faire ça, en fait. Depuis qu'elle a fêté son anniversaire, les gens sont venus jouer la guitare ici. Elle est gentille. Ah ouais. En tout cas, en attendant que Tacha et toi vous décidez si tu vas manger ou pas, Monsieur Sirno va s'installer pour la mode. De quoi Laurie va nous parler aujourd'hui? On s'installe et on pourra le découvrir.
Alors, dans Moda aujourd'hui, nous allons parler de mousseline, Oui, c'est bien de la ça? mousseline. De la mousseline, Voilà. ok. Un type de tissu est-ce que nous en portons là aujourd'hui? Non, Non. pas de mousseline par Non, ici. pas de mousseline par ici. Pas de mousseline par ici. Ben, tu nous amènes à la découverte justement de ce tissu-là. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons... D'abord, j'ai assisté à un défilé de mode samedi dernier et j'ai remarqué que dans beaucoup de collections, les stylistes ont utilisé cette matière-là. Je l'ai vue légère, élégante et toutes les robes qui ont été conçues à base de mousseline, avec la mousseline, étaient très belles, très jolies et ça m'a fait un truc. J'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas partager cette belle expérience-là avec nos chers amis téléspectateurs et internautes? Alors, il faut dire juste que la mousseline est une étoffe fine, elle est transparente également, vaporeuse et très fluide. C'est surtout sa fluidité Qui retient l'attention. voilà, qui retient l'attention de tout le monde. Alors, elle peut être en soie ou en coton, ça dépend. Elle est en deux formes, en soie ou en coton, mais aussi on peut trouver la mousseline en laine ou en synthétique. En synthétique, on le trouve très souvent, c'est pas compliqué à trouver. Alors, c'est un tissu tellement fin, que pour pouvoir coudre ça, il faut des aiguilles à coups de taille 68 et 65,9. Je pense que les tailleurs et les stylistes savent bien de quoi je parle. Alors, pour la petite histoire autour de la mousseline, elle est d'origine indienne de Bangladesh et elle est conçue à partir de fils de coton cardés de couleur blanche ou souvent de couleur écrue. Vous voyez souvent la mousseline, vous ne la trouvez pas très blanche, trop blanche. Vous la voyez souvent en beige, en blanc sale. Voilà. Et lorsque vous voyez ce tissu-là, elle est un symbole d'élégance et surtout utilisé par les femmes de la haute société, voilà, pour paraître élégante, chic, surtout pour les sorties classe. C'est le tissu idéal, en tout cas. Alors, on va parler à présent de la magie de la mousseline. La mousseline est une matière qui fait beaucoup de magie dans le stylisme. Et certains stylistes l'honorent d'ailleurs pour sa douceur, sa simplicité et surtout sa pureté. Ils affirment que ce tissu est le plus parfait au monde. Vous imaginez un peu? Et donc, c'est un tissu, lorsque vous le mettez, vous respirez facilement et légèrement. Vous n'avez pas chaud, vous n'êtes pas coincé dedans, ça ne vous pique pas. C'est tellement souple, tellement doux que lorsque vous le mettez, vous êtes à l'aise. Et quand vous mettez ce tissu, l'air circule facilement. Surtout pas tout, hein. Et on peut l'utiliser également, non seulement pour faire des tenues, mais également pour faire, comment on appelle, les sous-vêtements. Voilà. Donc, ce sont ces caractéristiques-là qui vous permettent de respirer facilement. Donc, lorsque vous mettez des sous-vêtements en matière mousseline, c'est plus facile. Voilà. Alors, quelles sont les tenues qu'on peut confectionner avec la mousseline? La mousseline est utilisée pour faire les robes chic et glamour, les robes cocktail pour les soirées de gala et surtout pour les tenues de mariage. Voilà. Les filles d'honneur portent cette tenue, cette matière très souvent dans les mariages. Lorsque vous voyez une tenue fine, légère, soulevée facilement avec le vent, vous savez que c'est de la mousseline. Et c'est d'ailleurs un exemple là. Les deux premières robes, nous avons des robes cocktail, voilà, pour des soirées chic, simples et glamour. Et celle-là, on peut la mettre pour une tenue de fille d'honneur, voilà. Les filles d'honneur, voilà. Et les mariés également. Deux d'ailleurs, une fille d'honneur en modèle en petite robe et un autre voilà. en longue. Et l'autre en robe longue. Donc, c'est un tissu facile à porter, très simple. Donc, on peut avoir des robes de bal, des robes de soirée, des robes de cocktail en mousseline. Les tenues de spectacle et les accessoires de fête adoptent aussi cette matière. Et par sa résistance et surtout par sa douceur. Donc, les couturiers apprécient beaucoup cette matière-là parce que pour des grandes occasions, c'est le premier tissu auquel on pense. On peut utiliser la mousseline en soie. Et surtout, la mousseline en soie vous permet donc de faire des robes de soirée.
chic et glamour. Des robes qui ont de longues traînes, parce que lorsque vous avez une robe avec une longue traîne, et quand c'est en mousseline, c'est très joli, ça balance facilement et ce n'est pas lourd. Lorsque la traîne est en mousseline, ce n'est pas du tout lourd et donc c'est très facile à utiliser. Pour la mousseline en synthétique, on le trouve souvent sur le marché. Vous pouvez l'acheter, vous allez voir. Lorsque vous allez au marché, vous demandez. Vous trouvez facilement la mousseline en synthétique ou en laine. Voilà, en laine pour faire des tenues, pour les bébés aussi, puisque en chaleur, on a besoin de ces matières-là pour pouvoir respirer facilement. Et donc, ça vous donne la facilité d'aller et de venir plus simplement. Voilà. Intéressant. En tout cas, tous les modèles que tu nous montres aujourd'hui faits de mousseline sont très beaux. Je pense que ce sont des robes que nous mettons la plupart du temps pour des événements, sans forcément savoir que c'est fait de mousseline. On les a achetés comme ça, ou la couturière ou le couturier nous l'a confectionné comme ça. On ne sait pas forcément que c'est de ce tissu-là qu'il s'agit, mais c'est vraiment aisé de le porter, comme tu le dis. Et des modèles, nous en avons vu, hein, et assurément, on va les piquer, comme on le dit. Merci de nous avoir amené à la découverte de la mousseline. Merci beaucoup à vous, mademoiselle. D'accord. Ok. Des préoccupations par rapport à la question de la mousseline, Tacha? Non, pas du tout. Hein. Je pense qu'elle a fait le tour et surtout que les images ont parlé d'elles-mêmes. Donc voilà, merci à toi. Merci, Alors, normalement, les mercredis après la mode, on parle santé, on ne dérogera pas à la règle. Mais au-delà de la rubrique santé aujourd'hui, nous recevons un invité avec qui nous parlons des AVC. Les AVC, accidents cardiovasculaires, oui, qui représentent un problème de santé très récurrent. C'est le type de problème de santé qu'on pourrait classer même aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme cas d'AVC, comme un problème de santé publique. Il y a tellement de personnes qui font face à cette maladie vasculaire-là. Et on a un spécialiste avec nous ce matin. Il est commissaire principal de police et médecin neurologue. Et il y a un autre neurologue neurovasculaire. Voilà. Okay. Neurologue neurovasculaire, il est spécialiste de la thématique et il vient nous parler aujourd'hui de l'AVC dans sa généralité et dans sa prise en charge également. On va donc l'installer confortablement dans le fauteuil de l'invité et le recevoir. Quel plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver sur cette deuxième saison de Moule de Stars. À qui le veut vraiment? Close your eyes, you are right. Just lay down. For the frisbee, the thing goes. Bounce, bounce. Yeah, motherfuckers. Flip mode squad, eternally imperial. Le choix de cette chanson, je me disais, qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous avez fait une belle performance. Le seul bémol, c'est la taille. 4 pour Auguste, 5 pour Pamela et 4 pour Kevin. À suivre désormais sur Eden TV, Moule de Stars, deuxième saison. Une compétition de chansons, mannequinat et danse, tous les vendredis à partir de 21h30. Les bons plans, les bonnes affaires, les opportunités sont à retrouver sur Shop & Shop du lundi au vendredi à partir de 12h sur Eden TV avec Kenneth Kwasi et Laurette Kankangbe. Alors, Monsieur Richard Rouizet plutôt, Monsieur Richard Rouizet est déjà avec nous sur la matinale. Et comme on l'annonçait, avec lui, nous parlerons des accidents vasculo-cérébraux, c'est bien ça, hein? Accidents vasculaires cérébral, d'accord, très bien. Donc, c'est ce qu'on appelle en plus court AVC. Très bien. Alors, Monsieur Rouizet, sinon commissaire Rouizet, bonjour. Dans votre jargon, c'est plutôt comme ça que ça se dit? Oui, commissaire Rouizet, oui. Commissaire Rouizet, d'accord. Alors, c'est heureux de vous avoir avec nous. Tant qu'on ne vous retrouve pas dans d'autres situations où on tremble, ça va, quoi. Ça va. Alors, AVC, dans les généralités, qu'est-ce qu'on doit en retenir?
Alors, je vous remercie. Je remercie Eden TV pour nous avoir accordé ce plateau qui nous permettra de faire découvrir ce qu'est un AVC à la population. Au fait, de nos jours, c'est une pathologie qui sévit en silence. On est tout le temps surpris par sa survenue et malheureusement derrière, le mal étant fait, c'est difficile de réagir et les séquelles sont quand même importantes. Et je vais vous rappeler que c'est la première cause de handicap dans le monde. Et c'est la deuxième cause de démence, de troubles de la mémoire dans le monde aussi. Et la troisième cause de décès, derrière l'infarctus du myocarde et les cancers. Donc il est quand même très important de savoir comment s'y prendre et de savoir les petits signes qui peuvent nous alerter. Ce n'est pas forcément quand on est totalement paralysé, qui est vraiment visible, qu'il faut agir, ce serait déjà trop tard. Mais avant que cela ne survienne, genre paralysie, trouble de mémoire et tout ce qui va avec un AVC, comment est-ce qu'on sait qu'on est peut-être plus loin ou quels sont les signes d'alerte qui devraient retenir notre attention? Alors, d'abord, avant d'aller sur les signes d'alerte, il faut quand même qu'on comprenne ce qu'est l'AVC et quels sont les types d'AVC qui existent. Très bien. Et l'AVC, pour être simpliste, c'est une souffrance cérébrale qui vient de façon brutale et qui est due à un défaut d'irrigation d'une partie du cerveau. Il y en a de ce pas deux sortes. Soit la partie qui n'est pas irriguée, le vaisseau qui est bouché par un caillot, et là on parle d'AVC ischémique, qui est d'ailleurs de loin le plus fréquent. Ou alors c'est que le vaisseau qui s'éclate, déverse du sang dans le cerveau, la partie est comprimée, va souffrir, et s'il n'y a pas une régression, finalement il y aura une mort cellulaire, apoptose on dit, et les dégâts vont être constitués et seront malheureusement irréversibles. Les causes, pour en parler, ça va être des termes trop techniques. On va juste parler des facteurs qui nous amènent vers cette pathologie. Et Dieu sait qu'il y en a assez, avec comme chef de file l'hypertension artérielle, qui aujourd'hui est banalisée par tout le monde. Quand on a les maux de tête, on pense que bon, on a trop travaillé, alors peut-être qu'un simple geste de prise de tension suffit pour comprendre que c'est la tension qui nous donnait ça. Et il faut vous dire que la tension artérielle multiplie par 5 le risque de survenue de l'AVC. Wow. C'est quand même important. Wow. Très important. C'est important de le savoir et d'avoir comme réflexe, ne serait-ce qu'une seule fois, tous les 2 semaines ou par mois, de prendre sa tension lorsqu'on a de petits maux qui peuvent nous inquiéter et s'assurer, surtout après 40 ans, que notre tension est normale. Tension normale, je vous rappelle, c'est lorsque la tension chez quelqu'un qui n'a rien est supérieure ou égale à 140 sur 90 mm de mercure. Mais chez quelqu'un qui a déjà fait un AVC ou qui a d'autres pathologies associées comme le diabète, c'est 130 sur 80. En dehors de ça, il y a le diabète qui aussi multiplie le risque par 3 et qu'il faut aussi surveiller en prenant juste sa glycémie à jeun pour s'assurer qu'on a une glycémie qui est inférieure à 1 gramme 1. Et en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres facteurs. Il y a la sédentarité, le surpoids, qui est aussi un gros facteur. Et tous ces facteurs, malheureusement, sont liés. Le diabète, le surpoids, sont source d'élévation de la tension aussi. Et donc, c'est des facteurs qu'il faut forcément contrôler. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, et qui généralement n'est pas diagnostiquée. Et c'est souvent la compagne, l'épouse ou bien l'époux qui constate que vous faites des pauses respiratoires, ou alors c'est que dans le sommeil, lorsqu'on prend votre concentration en oxygène, on constate que vous n'avez pas la bonne concentration. Et ça, il faut le faire détecter aussi, surtout quand on est hypertendu, quand on est diabétique et quand on est en surpoids aussi. Et en dehors de ça, il y a aussi le stress qui est très, très, très important et qui lie encore tous ces facteurs. Vous allez voir tous les facteurs que je cite
en définitive, sont liés. Il y a l'un qui entraîne l'autre. Donc, tant qu'un facteur n'est pas corrigé, vous risquez d'avoir de voir les autres survenir. Et ça, c'est qu'il faut apprendre à cultiver la maîtrise de soi et la culture de sa personnalité. Je ne vous apprends rien en vous disant que le stress en milieu professionnel est très, très élevé quand on voit l'obligation de résultat, le stress dans toutes ses formes, et qu'il faut vraiment, vraiment faire une culture de maîtrise de soi pour pouvoir s'en débarrasser. Wow. Je suis un peu sans mots parce que je me dis c'est autant de choses que nous vivons au quotidien, c'est autant de choses que nous avons dans notre environnement direct et qui ne représentent pas pour autant des facteurs de risque à nos yeux pour aller vers l'AVC. Mais vous nous les présentez aujourd'hui comme de grands facteurs de risque et je crois que autant cela nous interpelle, autant cela interpelle nos téléspectateurs. Alors, avant de continuer à poser mes questions, je ne sais pas, vous avez certainement des préoccupations, les filles? Oui, moi, ce n'est qu'une suite dans la logique du commissaire principal. C'est de savoir quels sont les petits gestes à avoir, les petites astuces en fait, à chaque niveau de facteur. C'est-à-dire, quand on est stressé, pour éviter que ça nous amène à avoir une hypertension, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on on a une hypertension? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aboutir aux accidents vasculaires cérébraux? D'accord, merci. Et pour tous ces facteurs, il y a des spécialistes pour la prise en charge. Lorsque votre tension est élevée, il y a les cardiologues qui sont bien outillés pour vous traiter votre hypertension, vérifier les répercussions sur votre cœur et vos vaisseaux pour vous épargner la survenue de l'AVC. Donc ceux qui ont l'hypertension doivent se rendre à l'hôpital, au minimum voir un médecin généraliste lorsqu'il n'y a pas un cardiologue à côté et se faire suivre. Le diabète également, il y a les endocrinologues, on en a assez quand même au Bénin aujourd'hui. Et sur le surpoids, il y a les diététiciens et diététiciennes qui existent aussi, qui peuvent nous conseiller sur comment faire pour diminuer notre poids. La sédentarité, on n'apprend rien à quelqu'un, on doit faire du sport et c'est recommandé de faire 30 minutes d'activité sportive par jour. Même quand on doit aller au boulot, on n'a pas de temps. Se lever le matin, faire du surplace pendant 30 minutes, ça suffit. Ou à défaut, faire 2h30 par semaine. Donc, on peut cumuler le tout. Ça, ce n'est pas la meilleure méthode, mais c'est une solution palliative. 2h30 par semaine. Voilà. J'avoue que je suis sans voix parce que vous savez, ça fait énormément d'informations là tout de suite. On n'a pas forcément conscience du fait que tous ces petits facteurs là nous entraînent inévitablement vers les accidents cérébraux, cérébral. Alors, quand on dit les accidents vasculaires cérébraux, c'est celui-là, cérébraux cette fois-ci, d'accord. Alors moi, je dirais simplement qu'il y a une foule de petites astuces qu'on pourrait apprendre puisqu'on a notre invité qui est là justement spécialiste pour nous parler de la question. Alors quelles sont ces petites astuces dont je veux parler? Je veux dire, quand on a une petite migraine à la maison, on a tendance à se dire, comme vous l'avez souligné tantôt, c'est parce que j'ai un petit peu trop travaillé aujourd'hui, j'ai pas bien dormi dans la nuit et tout. On a de ces petits signes au quotidien qui normalement devraient nous alerter et nous conduire vers un médecin, un spécialiste, mais on se dit, on fait souvent de l'automédication. Oui. J'arrive au boulot, j'en parle à ma collègue. Tu sais, j'ai eu une douleur intense dans la tête cette nuit. Et elle me répondra, moi aussi, ça m'est arrivé il y a 1 an ou 2 ans. Et tu sais, j'ai fait telle chose. Et ce n'est pas souvent les mêmes... comment je vais appeler ça? Ce n'est pas souvent pour les mêmes raisons que nous avons ces douleurs-là. Alors, quand on ressent de ces petits signes, d'ailleurs, quels sont déjà les petits signes qui devraient nous alerter en dehors de la migraine? C'est vrai que la migraine, on en a souvent. On ne sait pas forcément pourquoi, mais est-ce qu'il est vraiment indispensable et pourquoi ça l'est de se rendre vers un spécialiste pour lui poser le problème et comprendre ce qui se passe? Ensuite, en dehors de la migraine, est-ce qu'il y a d'autres petits signes qui devraient nous alerter et nous conduire vers un spécialiste? Alors, les signes, il y en a assez. Et il y a de petits signes qui passent inaperçus. Et vous allez voir, un matin, quelqu'un se lève pour prendre son gobelet et il tâtonne et puis il n'arrive pas
il n'arrive pas à appréhender son gobelet, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça revient, il dit, ah, ce matin j'ai eu chaud, mais il ne se rend pas compte, attention, c'est un signe d'alerte. Il y a de ces signes d'alerte, ça je n'en ai pas parlé, qui nous font penser à un diagnostic d'AIT, c'est-à-dire c'est le petit frère du grand AVC. Ces signes passent inaperçus, ou alors vous avez un flou visuel qui a duré 2 minutes, ou bien 30 secondes, mais je ne vois plus qu'est-ce qui se passe. Et après, ça revient, on dit, bon, c'est passé, on ne va pas à l'hôpital. Alors que c'est des signes d'alerte de l'AVC que vous avez. Il ne faut pas attendre lorsqu'on a une paralysie, qui sont les grands signes. Vous avez une paralysie d'un demi-corps, ou vous avez une difficulté à parler. C'est les grands signes, il ne faut pas les attendre avant d'aller à l'hôpital. Lorsque vous avez déjà les petits signes, peut-être quand l'occasion va nous le permettre, on pourra en parler aussi encore. Et les Américains ne se sont pas gênés. Pour informer la population, ils ont inventé un cycle qu'ils ont appelé FAST. Et le F qui va faire le face, la face, quand vous voyez une petite déviation de la face. Le A, arme, vous allez voir le bras qui ne se lève pas. Il faut demander à la personne de lever le bras. Vous allez voir que ça chute. Et le S, c'est speech. Vous lui dites de parler, de dire bonjour, comment tu vas, pour voir comment il articule, est-ce qu'il arrive à le faire. Et le T, ça fait time. Lorsque vous avez tous ces signes définis, c'est une urgence. Time is brain, il faut immédiatement alerter un hôpital pour une meilleure prise en charge. Les Français, pour le définir dans leur thème, ils ont inventé vite. V qui veut dire la voix, I, incapacité d'un membre, et T, c'est trouble du langage, et puis E, vite en urgence pour se faire prendre en charge. Et comme on le dit, le temps, ça a une très grande importance dans la prise en charge de l'AVC, parce que lorsqu'un patient est vu en moins de 4h30, il y a une possibilité qui existe aujourd'hui de le prendre en charge. C'est en cours de négociation pour que l'on ait ça au Bénin, pour que celui qui est traité pour son AVC, surtout l'AVC ischémique bien sûr, qu'il retrouve à 90% voire 100%. C'est génial. Ça. Vous avez manqué de nous parler justement des différents types d'AVC que nous avons. Vous avez abordé tout à l'heure l'AVC ischémique, c'est bien cela. Qu'est-ce que c'est et quels sont les autres types et tout? Lequel est plus grave que l'autre? D'accord. J'en avais parlé, j'ai dit, il y avait l'AVC ischémique lorsque le caillot bouche la tête. Et l'AVC hémorragique lorsque le vaisseau s'éclate. Très bien. Voilà, très c'est bien. les deux. Très bien. Le plus fréquent et qui existe le plus, à 80%, c'est l'AVC ischémique. Et qui est lié à tous les facteurs de risque que je vous ai cités. Et l'autre qui est moins fréquent, mais qui devient de plus en plus fréquent à cause du facteur stress qui augmente de nos jours aussi, c'est l'AVC hémorragique. Alors, prise en charge de l'AVC, il est important d'en parler aussi parce que l'autre chose, c'est mon parent a fait un AVC, mais il en est mort. Mon parent a fait un AVC et aujourd'hui, il garde les séquelles depuis des années. Est-ce qu'il y a un moyen de prendre en charge? Vous avez commencé à en parler avec la question du temps. Si c'est vite fait, en moins de 4h30, il y a 90% de chance. Mais on n'a pas encore, voire 100%, on n'a pas encore le système en place au Bénin. Mais au Bénin, quelles sont les dispositions que nous avons? Alors, lorsqu'un patient fait son AVC, lorsque vous arrivez à identifier les signes dont j'ai parlé, avec les sigles si possible, il ne faut pas perdre du temps. Il faut envoyer le patient à l'hôpital dans un service de neurologie ou spécialement dans un service de neurovasculaire où c'est les seuls aptes à mieux prendre en charge votre AVC. Il y en a beaucoup aujourd'hui, heureusement, on a assez de neurologues dans le pays qui peuvent prendre en charge ces AVC. Il ne faut pas perdre du temps. Il faut, dans un premier temps, connaître le temps d'apparition. Même si on n'a pas encore le traitement d'urgence qu'on appelle la thrombolyse, mais il faut connaître le temps d'apparition des signes et transférer le patient dans un service de neurologie ou neurovasculaire. À part ça, les médecins vont se charger, les neurologues vont se charger de rechercher la cause de votre AVC, traiter cette cause,
faire suivre ce patient par les neurorééducateurs. Il y en a aussi aujourd'hui. Il y a même un service de neurorééducation pour accélérer la récupération des patients et faire suivre par les neurologues en consultation post-AVC ces patients pour les autres complications qui sont quand même aussi importantes, qui impactent aussi bien leur vie professionnelle, leur vie sociale et leur vie familiale. Ma dernière question, pour te laisser clore peut-être le sujet, c'est de savoir, quand on a à la maison un parent qui fait une crise d'AVC, là tout de suite, quels sont les premiers gestes? Lorsque vous avez un patient qui fait un AVC, le premier geste, c'est d'appeler le SAMU ou les sapeurs-pompiers. À défaut, il faut programmer le transporter immédiatement à l'hôpital. Mais en attendant, si le patient n'est pas conscient, il faut le mettre en position latérale de sécurité pour lui éviter les inhalations et qui va lui créer des complications après. Quelle est la position latérale de sécurité? Alors, la position latérale de sécurité, ça va être une position couchée de côté, surtout le côté gauche, et le pied, la jambe, le membre inférieur en dessous. Bon, on appelle ça le membre inférieur, mais le pied en dessous allongé, le pied en dessus fléchi, et puis on met un peu le bras en dessus fléchi aussi, et l'autre bras qui se met sur la tête comme un peu un coussin. C'est un geste à faire pour mieux expliquer. Je n'ai pas une définition propre de ça, mais c'est un peu cette position pour éviter que les liquides qui sortent, qui refluent de l'estomac, ne rentrent dans les poumons pour infecter et créer des complications et des troubles de la respiration. Je pense qu'on va se faire le devoir d'aller peut-être vers le commissaire à un moment donné pour avoir cette image-là précise, histoire de la diffuser pour que les gens puissent mieux appréhender de quoi il s'agit. Tu as une dernière préoccupation peut-être, Laurie? Je suis toujours sur le choc. Je me rends compte que on aurait pu sauver beaucoup de personnes. Et au quotidien, on est exposé. Si on avait beaucoup d'informations, on aurait pu sauver certaines personnes. Positivons. Décidons que désormais, c'est possible de sauver énormément de gens parce que nous comprenons mieux la question de l'AVC et nous savons également quelles sont les précautions à prendre. Il ne faut pas attendre la dernière minute, il ne faut pas attendre que ça s'aggrave pour se rendre vers un centre de santé pour aller voir un médecin. Il faut y aller dès les premiers signes d'alerte. Lesquels signes nous ont été parfaitement expliqués et donnés en détail par le commissaire. Alors, qu'est-ce? Je ne me donne pas le droit de conclure, mais je le laisse plutôt au commissaire Ouizet, parce qu'à travers sa voix, qui est bien plus autorisée, il a certainement un message à l'endroit des Béninois et même des téléspectateurs au-delà de nos frontières qui nous suivent ce matin et qui sont justement accrochés à ce que vous nous dites sur les AVC aujourd'hui. Quel est votre appel à leur endroit? Alors, à l'endroit de la population, c'est très important de détecter et de contrôler ces facteurs de risque qui sont les premiers à coup sûr à nous amener vers un AVC. Deuxièmement, de savoir identifier. On va encore multiplier ces genres de séances pour leur mettre dans la tête les petits gestes pour identifier les signes avant-coureurs, qu'on les appelle les signes d'alerte pour un AVC, et leur demander de ne pas perdre du temps. L'AVC, ce n'est pas un problème traditionnel. Il ne faut pas faire des détours, arriver à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Et pour la toute petite histoire, j'ai reçu un patient qui a fait un AVC, mais vous savez, il y a 2 semaines avant qu'il ne fasse son AVC, il avait déjà eu un flou visuel. D'accord. Il n'avait pas compris, ça a duré quelques secondes. 1 semaine après, il a eu le même flou visuel, mais ça ne lui a rien dit. Mais, à la 2e semaine, il a fait son AVC, il a été paralysé et il est venu à l'hôpital. S'il avait pris le soin d'aller consulter un médecin pour lui expliquer « j'ai eu un flou visuel que je ne comprends pas », il aurait pu être sauvé en ce moment. C'est-à-dire que les petits signes sont très importants
qu'il faille les rechercher, les retenir, consulter un médecin pour éviter la constitution des AVC. Je crois que c'est bien ce que nous rappelons tous les jours par ici dans la rubrique santé. Ne vous prenez pas en charge à la maison. Évitez l'automédication. Évitez surtout de vous baser sur l'expérience des autres pour prendre en charge vos problèmes de santé. Allez vers des spécialistes. Je ne savais personnellement pas que nous avions des spécialistes un peu plus spécifique, je vais dire, hein, de la question de l'AVC. Là, vous êtes neurologue neurovasculaire. C'est un peu plus précis sur la thématique. Je connaissais le cas des neurologues, mais aussi spécifiquement, je ne le savais pas aussi. Maintenant, on le sait tous, sinon ceux qui savaient ont eu l'occasion de se le faire rappeler ce matin. Alors, allons vers les spécialistes et prenons-nous en charge, prenons soin de nous. C'est très important. C'est très important et je sens que tu vas conclure. Mais l'autre chose à dire aux gens, c'est que nous n'avons pas au Bénin surtout la culture d'aller vers les médecins dès que nous ressentons le moindre petit trouble. On se dit que c'est rien du tout, c'est passager, ce n'est arrivé qu'une fois, ou c'est la première fois que ça m'arrive, etc., etc. Mais il est super important que nous puissions développer cette culture-là, qui est d'aller vers un spécialiste, vers un médecin dès qu'on se sent mal ou dès qu'on sent la moindre petite chose inhabituelle. C'est super important. Très important. Commissaire Ouizet, je rappelle que vous êtes commissaire principal de police en service en tant que médecin neurologue neurovasculaire du côté de l'hôpital de la police. C'est bien cela. Alors, merci d'être passé par ici pour nous parler de l'AVC dans ses généralités et également dans sa prise en charge. Nous en sortons, nous et nos téléspectateurs, un peu plus aguerris sur la question. Alors, vous l'aurez compris, tout doucement, nous bouclons encore une fois ce numéro de votre émission que vous aimez tant. On va vous manquer tout le long de la journée, mais c'est pas grave, on va se retrouver demain matin. N'oubliez pas, c'est à partir de 8h et nous sommes là jusqu'à 9h30 pour votre plaisir et votre bonheur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous retenons? Nous devons faire attention à notre santé, parlons justement des AVC. Et nous n'oublions pas qu'en mode, nous devons également adopter pour nos petites sorties et tout ce qu'il y a de chic et glamour, comme elle aime le dire, le tissu mousseline. La mousseline, tout simplement. Alors, Tacha, on n'a pas fait le détour météo, mais est-ce qu'il y a une information importante à retenir? Non, c'est une information que vous connaissez déjà. Il fait beau, profitez-en. Il fait beau, alors, c'est important. Moi, rapidement, pour conclure, je vais rappeler à tout le monde qu'il est super important de prêter une minutieuse attention aux petits détails concernant votre santé. Je veux dire, une petite migraine, une petite douleur, un trouble de la vue, même si ça ne dure qu'une seconde, il faut se rendre à l'hôpital. Il faut aller voir un médecin. Aucun détail n'est minime, tout est super important. Et le comble, c'est que tout dans votre organisme est relié. Donc, dès qu'il y a le moindre petit problème, il faut se rendre vers un spécialiste pour comprendre pourquoi vous avez eu ce problème à ce temps. Et l'autre chose, c'est que la vie est belle. Soyez-vous, profitez-en. Surtout, gardez le sourire le long de la journée. Pourquoi? Ça emmerde les autres. On va se retrouver demain pour le même plaisir, pour la même folie. C'est vrai que ça a diminué un peu parce que c'est la rentrée, voilà. Et donc, on souhaite bonne continuation à tous les élèves, à tous les étudiants, à tous les enseignants qui ont repris le chemin des classes. Et faites attention et surtout prenez soin de vous et de vos enfants. Gros bisous à vous, gardez le sourire, c'est la chose la plus importante et restez vous, on ne cessera pas de vous le rappeler. Prenez soin de vous, on va se retrouver demain, toute notre équipe technique vous envoie également de gros bisous et de gros câlins. De Maro Militaire jusqu'à Glo, nous vous aimons, vous êtes les meilleurs, bye bye, à demain.